dernière semaine du 8e mois de l'année. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres. Nous allons dans cette édition parler des cours de vacances. Ce sont des séances organisées dans les écoles pour tenir en haleine les apprenants en attendant la rentrée scolaire. Une équipe de la rédaction s'est intéressée au déroulement de ces cours de vacances dans la commune d'Abomey-Calavi. Les détails à suivre. 20 ans déjà que le Code béninois des personnes et de la famille est entré en vigueur. Que retenir? Quels sont les acquis de ces 2 décennies? La réponse dans ce journal avec Maître Alessandrine Saïzonou-Bédi et les commissaires à la Commission béninoise des droits de l'homme. Et puis, le quotidien Matin Libre a célébré le week-end écoulé ses noces d'aluminium. C'était à travers une soirée de gala qui a connu la présence de bon nombre de personnalités, parmi lesquelles les députés Charles Toko et Abdoul Malik Gominan. Le développement dans un instant. À nouveau, bonjour. Pour permettre aux apprenants de garder les études à l'esprit en période de vacances, certains parents font l'option des cours de vacances organisés par les établissements scolaires ou un collège enseignant. Ces cours permettent aux apprenants de se préparer pour le premier trimestre de l'année scolaire. Pour s'imprégner de l'ambiance qui prévaut pendant ces cours de vacances et en savoir davantage sur les avantages ou éventuels inconvénients, une équipe a effectué une descente dans des collèges de Calavi. Suivez à ce sujet le reportage de Juliette Cho, présenté ici par William Cliquant. Frédox et Candide, âgés de 10 et 12 ans, ne comptent pas perdre leur temps dans les vacances. Ils se mettent rapidement au travail et suivent assidûment les cours d'anglais. 9, 10, 11. Objectif, renforcer non seulement leur niveau, mais aussi se préparer pour affronter les réalités qui les attendent à la rentrée. Moi, je suis les cours de vacances parce que les cours de vacances, c'est à mieux nous améliorer pour connaître les choses qu'on va faire au cours de toute l'année de la classe de 6e. Les cours de vacances nous aident aussi à mieux apprendre, à être de grands élèves demain. Les cours de vacances aident les enfants à connaître tout ce qu'ils vont faire dans l'année prochaine. Les cours de vacances, aux yeux de l'enseignant, consistent à occuper les apprenants tout en leur permettant d'acquérir quelques notions préliminaires. Ce matin, nous avons appris à connaître l'origine de tout un chacun en anglais. Et encore, nous avons appris aussi à compter les nombres en anglais. Au premier niveau de l'immeuble, on retrouve les candidats de la série scientifique D en plein cours de mathématiques. Pour eux, prendre part aux activités scolaires des vacances a un sens non négligeable. En fait, on fait une séance de mathématiques. Et la mathématique en terminale D, c'est ça pour coefficient 4. Et c'est très important pour nous qui sommes en D parce que son coefficient est très élevé. Donc ça permet aussi de gonfler la moyenne quand tu as une bonne moyenne en mathématiques. Le but, en fait, pour moi, de participer aux cours de vacances, c'est d'avoir une longueur d'avance sur ceux qui ne l'ont pas fait et qui vont commencer la rentrée et de connaître à peu près les notions de début. Les cours de vacances, c'est surtout pour aborder les notions qui vont concerner le premier trimestre. Donc nous avons commencé en terminale D par la SA1 qui est configuration de l'espace. D'accord. Nous avons déjà abordé les 3 premières séquences on a déjà abordé les 3 premières séquences de la SA1, à savoir les vecteurs de l'espace, barycentre et produit scalaire que nous avons fait ce matin. Donc déjà, ces 3 séquences ont été déjà abordées. Nous allons prendre quelques heures pour les séances prochaines pour faire un peu d'exercice sur ces séquences. Après la randonnée dans la commune de Ouida, l'équipe de reportage débarque au quartier Aïtchédji, à Abomey-Calavi. Dans cette salle de terminale scientifique série C, les candidats reçoivent les explications de leur professeur d'anglais. Cette séance de renforcement se résume en 2 explications précises pour permettre aux apprenants d'être mieux aguerris. Actuellement, on est en train de faire une leçon sur la situation d'apprentissage numéro 2.
que nous appelons en anglais lifestyle and health. Autrement dit, ça veut dire la vie que vous menez, votre style de vie et votre santé. La connexion, le rapport qu'il y a entre votre style de vie que vous avez tous les jours et la forme de santé que vous avez. Non loin de là, dans son cours, ce professeur de philosophie attire l'attention de ses apprenants sur l'importance de la conscience dans le quotidien. C'est cette faculté qui nous rend ce que nous sommes. Ça nous rend hommes, ça nous permet de reconnaître, de savoir, de connaître, de tout ça. Et les enfants doivent savoir que tout acte qu'ils posent intérieurement ou extérieurement viennent de cette conscience-là, que je dois habiller conformément à tout ce qui est bon et voilà, dans la société. Tout juste à côté, les candidats à l'assaut du brevet d'études du premier cycle prennent connaissance des premières notions de mathématiques. Aux yeux de ces apprenants et de leurs enseignants, il est indispensable de se mettre au pas, surtout dans les matières scientifiques, pour combler les lacunes à la rentrée. Je suis les cours de renforcement de 3e afin de pouvoir améliorer mon niveau pour la rentrée et de pouvoir bien connaître les cours afin de mieux réussir mon PPC. Bon, ce matin, nous sommes sur la 3e séquence. Nous sommes en train de faire la propriété de Thalès et sa réciproque et sa conséquence. Je crois que nous essayons au niveau des enfants de leur expliquer comment utiliser la propriété de Thalès, comment utiliser la réciproque et la conséquence. Je crois que ça évolue très bien. En fonction de la première évaluation faite, nous voyons déjà que le niveau est un niveau acceptable. Si les cours de vacances sont des moments de renforcement du niveau des apprenants, ils doivent être en réalité orientés vers des matières spécifiques. Plus loin, certains parents l'assimilent à une surcharge de l'enfant en temps de repos, après de durs labeurs pendant toute l'année scolaire. Ce n'est pas en principe obligatoire pour tous les enfants d'aller aux cours de vacances. Parce que comme je l'ai dit, c'est d'abord des cours qui devraient être sélectifs, donc orientés vers les apprenants qui ont connu des difficultés et qui ont besoin de renforcer leur niveau, de corriger les lacunes pour que l'année scolaire à venir, ils puissent mieux s'en sortir. Maintenant, si ces cours devraient recevoir des apprenants, ça ne doit pas aussi se faire de façon systématique dans toutes les matières ou dans toutes les disciplines. Un apprenant, par exemple, qui a eu une baisse de performance en mathématiques, on peut décider de le renforcer uniquement en mathématiques. Mais quand on constate que les cours s'organisent, par exemple, dans 3 ou 4 matières pour tous les apprenants pris ensemble, c'est que ça avantage certains, mais ça favorise d'autres. Ceux de la santé seront d'accord avec moi que ça affecte d'abord la santé de l'homme même. Parce que lorsque vous allez travailler de façon permanente, sans pause, sans repos, vous risquez d'agir sur votre mental, vous risquez d'agir sur votre personne même. Les cours de vacances étant des moments utiles de renforcement des connaissances des apprenants afin de maintenir la routine scolaire, ils sont sans nul doute des moments qui les privent aussi de repos. Il convient alors de trouver un juste équilibre pour ne pas en faire une source de stress supplémentaire. Nous parlons à présent de l'initiative Vacances sans accident. Elle est portée par le Centre national de sécurité routière. La campagne lancée depuis quelques semaines a conduit Aubin Adoukonou ainsi que certains cadres du CNSR sur le terrain. Ils étaient sur les différentes gares de la ville Carrefour pour une sensibilisation de masse. Plus de détails avec Hélène Amoussou et Georges Vaudouna. Le Centre national de sécurité routière CNSR multiplie les descentes sur le terrain. Directeurs centraux et autres cadres techniques avec pour chef de file Aubin Adoukonou étaient à Boycon pour des sensibilisations de masse. Premier point de chute, le parc de regroupement des bus pendant des dizaines de minutes et dans plusieurs de ces véhicules en partance pour le nord ou le sud. Les visiteurs ont conscientisé conducteurs, équipages ainsi que les voyageurs sur les conséquences de l'excès de vitesse, la fatigue au volant, de même que les comportements déviant des usagers de la route. Nous avions déjà écrit à leur patron, mais il était important que nous puissions venir pour
appeler votre attention sur votre obligation, votre droit, votre responsabilité. Les accidents, lorsque ça arrive, c'est beaucoup de dégâts. Nous allons souhaiter que ça n'arrive plus. Vu que c'est de la vie des enfants, c'est de la vie des apprenants, c'est de la vie de la relève de demain qu'il s'agit, surtout lorsque le message touche l'excès de vitesse en cette période de vacances où il y a la disponibilité de passagers et que les conducteurs de bus sont de la surcharge et des fois développent des mauvais comportements. La descente ici est une bonne descente qui permet en soit peu de conscientiser les conducteurs de bus. Les conducteurs de taxis, motos et vendeurs trouvés sur les lieux ont également été approchés. Les attitudes pouvant mettre en danger ces derniers à l'arrivée pendant le stationnement ou au départ des bus ont été rappelés et proscrits. La démarche est saluée par plus d'un. Après le parc à bus, cap a été mis sur la gare routière centrale de Boycon. Ici également, les bons comportements ont été rappelés. Nombre de préoccupations ou inquiétudes ont été soulevées par les usagers ainsi que les responsables des lieux. Les statistiques ne sont plus au mieux de leur forme. Tout simplement, et ce qui est remarqué, c'est souvent sur les routes asphaltées que nous avions eu beaucoup de cas d'accidents qui impactent les usagers les plus vulnérables. Je veux parler des piétons, je veux parler des conducteurs de moto. Nous sommes ici dans le département de Zou où les tricycles ont pris d'assaut l'ensemble de vos frettes. Comment est-ce que les motocyclistes, les conducteurs de taxi moto s'organisent? Comment est-ce que vous-même, vous vous organisez au cas où ils ne respecteront pas les prescriptions pour les éviter afin que nous n'enregistrons plus de cas d'accidents mortels. Les nombreuses descentes du centre ces derniers jours s'inscrivent dans le cadre de la campagne dénommée Vacances sans accident, une initiative lancée suite au malheureux constat du taux élevé d'accidents enregistrés cette année comparativement aux 3 derniers 12 mois. La réceptivité du message et l'exhortation ont galvanisé l'équipe du CNSR qui a promis revenir sur ses pas dans très peu de temps. La principale problématique à laquelle sont exposés les habitants dans les quartiers est la sécurité. Des vols aux agressions, ces incidents interviennent parfois ou souvent dans certains quartiers de Cotonou. Face à cela, les chefs de quartier, souvent sollicités, peinent à trouver des solutions efficaces. Ce reportage examine les défis rencontrés par ces responsables locaux et les pistes de solutions envisagées pour renforcer la sécurité au sein de ces quartiers. Suivez plutôt. La sécurité dans nos quartiers est un sujet de plus en plus préoccupant. Partout, les habitants font face à divers problèmes qui perturbent leur quiétude au quotidien. Il s'agit entre autres des actes de vandalisme, des cambriolages ou encore des agressions qui sont perpétrées de jour comme de nuit. Les voleurs ne font que nous déranger. C'est impossible de dormir la nuit dans les maisons. Malgré qu'on se couche tard et presque au petit matin, ils font ravage. La fois dernière, ils sont venus me cambrioler et ont tout pris. Argent, télévision, objets de valeur. À notre réveil, il n'y avait plus rien. Les premiers qui reçoivent les plaintes des populations sont les chefs quartiers. Ces actes se passent sous silence pour des citoyens qui s'en remettent à leurs propres moyens pour y faire face. La situation des ouvrages des jeunes font qu'il y a beaucoup de vols dans le quartier, les larcins, surtout le soir ou bien le petit matin. Ce qui est important, il faudrait que les autorités assainissent tout l'arrondissement, à commencer par les quartiers qui sont au bord des lagunes. C'est une zone qui abrite beaucoup de malfrats, étant donné qu'ils ne sont pas rapidement appréhendés. Pour les populations vivant dans les quartiers en proie à l'insécurité de plus en plus grandissante, la solution à leurs problèmes doit venir des autorités. Je ne peux plus laisser les marchandises au dehors et aller prendre un truc à la maison ou faire un achat à côté.
Ce n'est pas sécurisant. Même dans ta propre boutique, tu dois être vigilante. Malgré leurs efforts, les chefs quartiers se trouvent souvent limités dans la recherche des mesures pour faire face à ce genre de situation. C'est pourquoi ils se réfèrent finalement au commissariat de leur arrondissement, lesquels évoquent aussi des problèmes de moyens. Il faut doter la police des moyens, puisque parfois on les appelle et ils sont à d'autres fronts ou bien les moyens n'existent pas pour intervenir promptement. Et peut-être que l'incident est déjà clos avant qu'ils ne viennent ou bien que les délinquants sont déjà partis dispersés dans la nature avant qu'ils ne se pointent. Donc au prime abord, on voudrait que la police ait les moyens pour faire face à ces délinquants-là. La coproduction de la sécurité montrant de plus en plus son efficacité, le chef d'arrondissement pense que c'est le meilleur moyen pour combattre l'insécurité dans les quartiers. Les initiatives locales pour garantir la quiétude des personnes et de leurs biens sont encouragées. Ensemble avec la police républicaine, la population donne les informations fiables pour que la police puisse traquer les voleurs dans le 3e arrondissement. Et depuis que cet exercice a commencé, il y a quand même un peu de répit, un peu de paix, un peu d'accalmie par rapport au vol dans le 3e arrondissement. Ensuite, il y a les brigades de sécurité que la population organise les nuits pour aider la police républicaine à accéder à des quartiers que nous appelons zones rouges, qui malheureusement ou heureusement aujourd'hui sont devenus des quartiers zones blanches. Face à l'insécurité dans les grandes villes comme Cotonou, seule la collaboration entre autorités, population et forces de l'ordre permettra d'obtenir des résultats concrets. Je l'annonçais en début d'édition, il y a 20 ans que le Code béninois des personnes et de la famille est entré en vigueur. Le texte de loi a été promulgué le 24 août 2004, bien sûr, après son adoption en 2002 par l'Assemblée nationale. Cette loi a introduit des changements majeurs dans la législation béninoise en matière de protection de la femme et de l'enfant. Le droit positif béninois a reconnu à la faveur de ce texte la femme comme sujet de droit. 2 décennies après son entrée en vigueur, on revient sur les principaux acquis de ce code qui a consacré aux différents acteurs de la famille. On écoute ici la fondatrice et présidente d'honneur de l'Association des femmes avocates du Bénin, commissaire à la Commission béninoise des droits de l'homme, maître Alessandrine Saïzonou-Bédier. Chaque maison devait avoir un code des personnes et de la famille. Parce que le code de Marie-Élise Bédot, le code de tel ou tel, ce n'est pas la réalité. Parce que la réalité, il faut voir quel est le contenu du code. Si les parents ne sont pas mariés, l'enfant portera le nom de son père s'il n'y a pas eu la reconnaissance préalable. Il y a ça. Il y a le fait que pour que l'enfant porte un nom, soit reconnu, il faut que l'enfant soit déclaré. On préfère faire les baptêmes, faire la fête et on oublie l'essentiel. Il y a des parents qui ne déclarent pas la naissance. Aujourd'hui, par le Code des personnes et de la famille, on avait commencé par dire en 7 jours, vous déclarez la naissance, le décès ou tous les actes de l'état civil. De 7 jours, on a vu que c'est trop tôt, c'est trop peu. On a élargi à 21 jours. Aujourd'hui, on est à 30 jours. Si vous voulez dans votre vie avoir plusieurs épouses, il y aura une qui sera reconnue par la loi et les autres resteront dans l'ombre. Mais vous savez qu'aucune femme n'aime rester dans l'ombre. Et ces enfants qui sont nés de ces relations, avant on parlait d'enfants illégitimes, d'enfants. Aujourd'hui, on ne dit plus enfants illégitimes, on parle d'enfants naturels. Et l'enfant naturel doit être reconnu, doit être connu par l'époux marié légalement et qui, dans des moments de faiblesse, a eu des relations hors mariage et a eu un enfant. Avant, les femmes n'héritaient pas.
Dès que le monsieur décède, c'est la famille qui arrive. Ça se passe encore aujourd'hui, mais ce n'est pas méconnaissance des tests et pas refus de dénoncer, parce que les femmes, certaines encore, ont peur et se taisent. On a réglé la question de l'adoption. Vous savez, avant, les gens ne faisaient pas les formalités. Tu entends, il n'y avait rien. C'est moi qui l'ai gardé depuis son enfance, mais c'est la filiation adoptive. Elle était bien sûr ceux des propos recueillis par William Clicquant et échangés sur la qualité des données dans les entreprises en général et en intelligence artificielle en particulier. C'est le but du workshop on data quality initié par la Fondation Ratel pour une intelligence artificielle responsable et efficiente. Les travaux se sont déroulés à Cotonou jusqu'au dimanche 25 août 2024 avec la collaboration du Centre d'excellence Evidence Policy Action. Florence Bossa et Rachidi Soubero pour le compte-rendu. Explorer la qualité des données de l'un des enjeux majeurs du moment qu'est l'intelligence artificielle. C'est le but de ce workshop on data quality. Il est question d'échanger et de réfléchir à l'initiative de la Fondation Ratel afin de sonder les différentes stratégies pour une utilisation plus raffinée des données en intelligence artificielle. On veut, sensibiliser les différents acteurs de l'écosystème sur ce que c'est que la qualité des données. Ensuite, parler des méthodes, des approches, des outils qui sont à la disposition du grand public pour s'assurer quand même qu'il y a un minimum de qualité des données. De l'autre côté, il y a un certain nombre d'acteurs sur le terrain qui font des choses dans ce sens. Et donc l'idée, c'est de discuter des différents outils proposés et en parlant de tout ce qui est état de l'art, tout ce qui est à la pointe de la technologie, sur l'identification des problèmes liés à la qualité des données, et ensuite, comment mitiger ces problèmes-là. Donc nous, à la FOIA, par exemple, on travaille beaucoup sur ces outils-là qu'on va discuter ici lors de cet atelier. Les données constituent une mine d'or pour toute entreprise. Elles le sont davantage lorsqu'elles sont de qualité, chose que la Fondation Ratel a très tôt comprise. Cette rencontre de 3 jours rassemble les enseignants-chercheurs ainsi que les étudiants. Plusieurs communications dont la gouvernance et pilotage des données, enjeux et défis de la qualité des données et les méthodes et outils pour l'amélioration de la qualité des données sont déroulés par ces experts bien avertis en la matière. Pour toute entreprise, que l'entreprise soit IT, data ou n'importe quoi, doit avoir son propre système d'information. Quand on parle de système d'information, ce n'est pas forcément avoir un grand truc, mais d'avoir quand même quelque part où stocker les informations sur la santé de son entreprise. Lorsque on prend des données d'une organisation, on doit avoir l'autorisation de cette organisation avant de faire des traitements sur ces données. Donc l'aspect réglementaire est important. On doit aussi mettre en place les mesures qu'il faut pour pouvoir les protéger. Et tout ça, ça reste quand même des défis pour une entreprise, peut-être une petite PME qui n'a peut-être pas de moyens. Il faudrait que, malgré ces moyens limités, qu'elle puisse quand même mettre en place les mesures minimalistes qui vont lui permettre quand même de pouvoir continuer à exercer dans cet environnement. Plusieurs organismes partenaires ont porté cette initiative de Friard, notamment le Centre d'excellence Evidence Policy Action, Epitech et l'Agence des systèmes d'information numérique. Ils y sont pour tenter d'obtenir avec la Fondation des réponses à plusieurs interrogations et préoccupations d'actualité. 10 ans dans la vie d'une entreprise, ça se fête. C'est donc à juste titre que le quotidien Matin Libre a célébré en début de week-end écoulé ses 10 années d'existence. C'était à la faveur d'une soirée de gala organisée au Novotel de Cotonou. Occasion pour les journalistes et la direction du journal de se retrouver afin de partager de chaleureux moments de convivialité. Parmi les invités de marque présents à cette cérémonie de réjouissance, les députés Charles Toko et Abdou Malik Gomina. Retour en image sur cette soirée avec Maël Le Roubelou. 2014-2024, voici maintenant 10 ans qu'est apparu dans le paysage médiatique de la presse écrite au Bénin un journal dénommé Matin Libre. Pour célébrer ce 10e anniversaire de naissance, Matin Libre a rassemblé autour de ce dîner de gala patrons de presse, journalistes et plusieurs acteurs de la scène politique nationale. À son avènement en 2014, le journal avait suscité beaucoup d'interrogations, mais au fil des années, il s'est imposé comme label de référence.
arriver à survivre jusqu'à 10 ans, c'est un record. Il faut juste souhaiter que le record soit battu et que Matin Libre continue d'apporter sa différence. C'est donc dans une ambiance chaleureuse, mais surtout empreinte de fraternité, que cette célébration des 10 ans de Matin Libre s'est déroulée. Des années durant lesquelles le journal a su maintenir le cap. Pour le directeur général de Matin Libre, le mérite revient à son équipe qui ne ménage aucun effort pour concilier professionnalisme, respect de la déontologie et nécessité d'informer. Paraître à Parakou, être partout au même moment, franchement, merci les gars. Merci pour tout ce que vous avez fait juste là. Et surtout, merci à Aziz Badarou, qui est devenu le grand enquêteur de Matin Libre. Grâce à lui, nous recevons des prix de partout. Merci. Également présente à cette soirée, la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin a loué le professionnalisme du quotidien Matin Libre. Je voudrais très sincèrement saluer le mérite de tous les acteurs qui travaillent au quotidien pour le résultat que nous avons chaque jour avec Matin Libre. Ce fut aussi une célébration au cours de laquelle journalistes et anciens journalistes ont rendu hommage au quotidien Matin Libre à travers de vibrants témoignages. Afin de marquer ce 10e anniversaire, le patronat du quotidien Matin Libre a dévoilé en exclusivité lors de cette soirée l'avènement d'une nouvelle entité de Matin Libre. Ce 10e anniversaire de Matin Libre Journal marque la naissance de Matin Libre TV. Merci beaucoup. La soirée s'est achevée par la coupure du gâteau d'anniversaire des 10 ans du quotidien. Avec la naissance de Matin Libre TV, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans la vie du groupe de presse Matin Libre, dont le personnel reste engagé plus que jamais. Joyeux anniversaire Matin Libre. Le Bénin accueille la 17e édition du Festival scientifique et culturel des clubs UNESCO universitaires de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé FESCUAO Bénin 2024. Cet important rendez-vous de la jeunesse qui se déroule au campus universitaire d'Abomey-Calavi a été officiellement lancé vendredi dernier par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il s'agit d'une initiative du réseau des clubs UNESCO de l'Afrique de l'Ouest, FESCUAO, qui vise à propager les idéaux de l'UNESCO par le rapprochement et l'intégration des jeunes de la sous-région et à faire de l'art, de la culture et de la science un moyen de développement au service des peuples. Voici les temps forts de la cérémonie de lancement du FESCUAO dans ce compte rendu de Ouliat Sanoussi et Rachidi Soubero, présenté ici par Malène Azinobé. Plus de 500 jeunes étudiants ressortissants de la sous-région ouest africaine sont ici à l'université d'Abomey-Calavi pour la 17e édition du FESCUAO. Entendez, Festival scientifique et culturel des clubs UNESCO universitaires de l'Afrique de l'Ouest. Ce rendez-vous biennal est officiellement lancé par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Né de la décennie mondiale du développement culturel décrétée par les jeunes Africains, cette manifestation est une initiative concertée des étudiants des pays membres du réseau, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger et le Togo. Le FESCUAO reste l'un des seules rencontres sous-régionales ouest-africaines, de donner et de recevoir, des partages, d'échanges et de brassages culturels qui prônent l'intégration des peuples, qui va au-delà de l'intégration des États qui restent que sur le papier. Pendant 10 jours de festival, nous aurons droit à plus de 20 spectacles et représentations à Abomey-Calavi, Cotonou et une visite touristique dans la ville de Ouidah. Ainsi, les festivaliers prendront part durant leur séjour à diverses manifestations, des activités culturelles, dont des colloques, des conférences débats et des représentations artistiques, culturelles, sportives et théâtrales. Le leadership féminin face aux enjeux du numérique et à la préservation de la paix. C'est le thème de la communication inaugurale du festival qui a pour parrain le maire de Cotonou. Ce thème
très fédérateur, d'une pertinence inégalée et d'une grande acuité, en ce sens qu'il concerne le passé, le présent et l'avenir de la France la plus importante de notre population, les femmes représentant plus de 52% de la population de notre pays, le Bénin. Presque tous les spectacles se dérouleront au village du Fescuyao, inauguré à l'occasion sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. Le gouvernement du Bénin accorde une place de choix aux jeunes et à leur activité, ce qui justifie la présence de l'autorité ministérielle à leur côté. Ces genres de rencontres sont les bienvenus. Elles donnent l'occasion à notre sous-région de montrer ce qu'elle a de plus beau et de merveilleux à offrir à l'humanité. Je m'en voudrais de ne pas exprimer mon intérêt pour le thème de la présente édition. La fin du Fescuyao Bénin édition 2024 est prévue pour le 31 août 2024. L'université d'Abomey-Calavi vibrera ainsi pendant 10 jours au son et aux couleurs de plusieurs rythmes africains de tout genre à travers les diverses prestations des festivaliers. Voilà qui met fin à ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez une agréable semaine de travail en compagnie de nos programmes.